Je disais juste quelques mots, je reprends. Je disais que nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui la cinéaste Nurit Aviv, après son beau film Yiddish que vous avez pu visionner puisque nous vous avons envoyé le lien ces derniers jours. Il va donc discuter aujourd'hui avec Charles Melmont et avec Jeanne Wiltor à propos de ce film. Alors, je ne sais pas comment vous souhaitez le faire, Nurit. Peut-être vous pourriez nous dire un peu reprendre un peu quel a été votre projet en faisant ce film. Je propose que c'est Charles Melmont qui commence Alors, comme Charles Melmont. et après Jeanne et après les questions vers moi. Très bien, Charles C'est Melmont. c'est un peu le rituel qu'au moins Charles et moi on connaît. C'est toujours lui qui commence. Chère Nourrit, vous avez fait une fois encore un film qui est toujours très riche d'une question essentielle et qui, yiddish ou pas, concerne chacun, c'est-à-dire comment faire valoir, faire reconnaître et satisfaire ceux dont nous venons, dont nous provenons, et à qui nous devons, du fait même qu'ils nous ont donné la vie, à qui nous devons de les présentifier dans les années qui les suivent, qui leur succèdent. La question que vous posez avec le yiddish, et qui bien sûr personnellement, mais c'est une affaire personnelle, me va droit au cœur, et d'une façon à chaque fois que je reconnais, c'est-à-dire qu'elle désarme le parler de cette langue qui était la langue de la maison, la langue privée, privée par opposition à la langue publique, et du même coup la langue interdite, la langue refoulée, si l'on veut. Eh bien, c'est une langue qui, lorsqu'elle est dans ces circonstances-là parlée, procure un bonheur, un plaisir, un agrément tout à fait original, tout à fait particulier, et ne serait-ce que parce qu'elle désarme complètement le locuteur qui, sans aucune retenue, se trouve entraîné par elle, sans aucun retrait possible, et de telle sorte que c'est comme si sa locution se trouvait confondue avec la langue elle-même. Et les remarquables illustrations poétiques que vous avez si bien su trouver dans votre film illustrent cette tentative dans l'exercice de cette parole de faire valoir par la mise en exercice de la métaphore, c'est-à-dire dans cette langue qui était celle de la pauvreté et du besoin et de la crainte et de la persécution, cette tentative de faire valoir, justement grâce à l'exercice de la métaphore, le souffle vivant que l'histoire s'obstinait à vouloir oblitérer. Et de telle sorte que c'est évidemment, en tout cas en ce qui me concerne, avec une grande émotion que j'écoute votre film, et qu'à cette occasion, je me pose la question suivante, est-ce que cela doit rester un bonheur privé, ou bien est-ce que nous pouvons en tirer quelques notions, quelques indications, je dirais à proprement parler linguistiques, qui nous éclairent sur la condition de chacun et qui peuvent éclairer la condition de chacun, et c'est pourquoi je me réjouis que vous ayez invité
à cette matinée notre ami Jeanne Wiltor, puisqu'il y a déjà des décennies que j'essaie de travailler avec elle les effets de la langue créole, c'est-à-dire d'une langue qui, comme le yiddish, est constituée par les restes, par les rebuts, par les chutes, par les déformations, par les malformations de la langue du maître et qui vient constituer la langue originale des esclaves. Puisque vous avez en quelque sorte, je dirais, cette volonté de m'interroger personnellement sur ces questions, je dirais qu'elles touchent un problème essentiel et qui effectivement concerne tout le monde. Et cette question est la suivante. Je vais la dire en termes lacaniens, immédiatement audibles pour les plus nombreux parmi nos auditeurs, mais sans doute aussi pour vous-même. Est-ce que les travailleurs, les serfs, les prolétaires, dont le moindre est de reconnaître que leur statut est universel, est-ce que cette classe sociale relève d'une race et donc est porteuse d'une langue spécifique, d'une langue originelle, qu'elle vient ainsi à sa façon de réinventer, ou bien il s'agit donc, est-ce que nous avons affaire dans cette situation à une race ou est-ce que nous avons affaire à une classe sociale? C'est une question que, puisqu'on continue aujourd'hui d'en débattre, c'est une question que les études sur le colonialisme n'ont pas, je dirais, parfaitement résolue. Et c'est aussi une question dont on comprend qu'Israël, aujourd'hui, ne l'a pas résolue davantage et que le traitement du yiddish en Israël, où elle est la langue, comme votre film le rappelle, la langue méprisée, la langue justement de l'époque de la soumission et du servage, ou bien est-ce que donc le yiddish constitue une création que, à part le plaisir qu'elle procure, le bonheur, la joie, la rencontre qu'elle procure à ceux qui l'ont pratiquée, il y aurait à dire pourquoi cela est une joie, mais ce n'est pas le moment de venir là-dessus. Ou bien donc, c'est une langue qui mérite, je dirais, qui justifie, à titre de manifestation de notre humanité, d'être encouragée et préservée. À sa mort, mon père a laissé une bibliothèque à Jérusalem de plusieurs milliers de livres en yiddish. Dans la mesure où moi-même, j'ai perdu la faculté de le lire, j'avais appris tout seul peu avant la guerre, mais la guerre est venue interrompre, je dirais, cette possibilité. J'ai consulté les librairies, les bibliothèques existantes à Jérusalem pour leur laisser ce trésor. Les bibliothécaires m'ont ri au nez, m'expliquant qu'ils étaient submergés par de tels ouvrages et qu'ils n'en avaient que faire. De telle sorte que j'ai rapatrié à Paris le plus grand nombre et qu'ils sont dans mes placards sans qu'il y ait de lecteurs pour les honorer. Je me souviens avec toujours émotion
du bonheur qui a été celui de mon père lorsqu'en 1938 apparut le premier volume de l'encyclopédie juive, une encyclopédie écrite en langue yiddish. C'était évidemment une merveille, façon de faire entrer la langue dans la participation à la culture et à la science. Depuis, il est bien évident que malgré les talents et les bonnes volontés qui s'y adonnent, et en particulier à Paris, bien sûr, au MEDEM, c'est une langue dont l'intérêt, dont la richesse, dont, je dirais, le mérite, comme toutes les langues, et nous savons que lorsqu'une langue disparaît, c'est l'équivalent d'un meurtre épouvantable. Eh bien, justement, ce que votre film a le bonheur de venir ranimer, c'est justement le savoir si les jeunes adeptes, puisque ceux qu'on a la surprise de voir paraître dans votre film sont tout jeunes et fascinés par les qualités de cette langue, eh bien, de savoir si, évidemment, elle ne va pas s'éteindre avec l'histoire qu'elle représente. Et peut-être encore un mot, il est bien évident, et ça n'a pas été peut-être spécialement souligné, que le choix du caractère hébraïque pour écrire cette langue, faite de mots appartenant, je dirais, évidemment, à toutes les langues, aux langues de la diaspora, c'est-à-dire les langues que justement venaient parler les Juifs. L'unification de cette dispersion pour l'écrire du caractère hébraïque, qui n'était évidemment absolument pas nécessaire ni indispensable, mais ce choix délibéré du caractère hébraïque venait très heureusement souligner que l'histoire justement de ce peuple dispersé était celle de l'origine, était celle de l'ancêtre, qu'il était impossible, qu'il était interdit de faire valoir dans le milieu social, faute au risque d'être rejeté, d'être refusé, d'être pogromisé, d'être ghettoisé. Et c'est donc, je dirais, le choix de ce caractère hébraïque qui me paraît au-delà de la diversité des langues incluses dans le yiddish, le trait qui unifie ces divers dialectes et qui rappelle le fait fondamental et qui, lui, va devenir justement général et universel, c'est-à-dire celui du rapport que chacun de nous a avec sa lignée, avec son origine, avec son histoire, et où l'on sait ce qui est pour chacun d'entre nous, et qu'il soit de la diaspora ou d'ailleurs, la tentative d'être, je dirais, en règle, d'être conforme, d'être comme il faudrait à l'endroit de l'idéal qui est celui de l'ancêtre et qui est celui de l'origine. Voilà, si vous le voulez bien, ce que, pour ma part, je peux introduire, si c'est une introduction, dans ce débat. Je suis très émue, donc je
voudrais que Jeanne prenne la parole, mais je suis très émue et je vais parler après. Vous avez dit tant de choses et je voulais juste dire que que j'y crois. Et je ne sais pas la langue, ce qu'elle va devenir, mais je crois à la poésie. Et pour moi, ce qui est important, c'est les films et quand même les piliers pour moi de ce film sont cette poésie extraordinaire que j'ai trouvée, que j'ai retrouvée et que je crois qui a été écrite à peu près, on va parler après, dans les années où vous vous êtes euh, retrouvés dans un endroit complètement fou que j'aimerais que vous allez nous raconter plus tard, mais où vous avez parlé la langue et vous ne saviez pas encore, vous étiez trop jeune pour savoir qu'en parallèle, il y a une poésie d'avant-garde extraordinaire qui s'est mis en place et que c'est celle-là qui est sortie de l'oubli. Hein? Donc, je voulais juste vraiment remercier. On va parler après, mais je voudrais que Jeanne reprend le flambeau. Merci, merci. Vous avez raison, entièrement raison, de mettre votre film sous le signe de la poésie. Et je dirais que de façon peut-être involontaire, il vient remarquablement illustrer ce qu'est la poésie, c'est-à-dire l'exercice de la métaphore et le sentiment de beauté qu'elle est susceptible de procurer. Pourquoi? Eh bien, parce que la métaphore, c'est-à-dire l'usage d'un mot pour un autre, vient illustrer le fait que de façon inattendue, ils disent tous, ces mots, la même chose. C'est-à-dire qu'ils tous une feuille de papier. Ils sont animés, tous ils disent ce qui est le souffle qui anime cette langue, que les circonstances historiques, ce souffle, ont cherché à étouffer. Donc que tous font entendre dans ce bref moment qu'est la poésie, ce souffle, qu'elle fait exister, qu'elle donne à entendre, qu'elle fait respirer, et soudainement, nous avec elle. Et je dirais que ce sentiment de beauté me semble lié au fait que justement le rappel que ces mots, l'un à la place de l'autre, viennent tous donner à entendre le souffle qui anime cette langue, ce souffle qui vient à manquer, qui vient à faire défaut, qui va expirer, mais que la poésie vient ressusciter, et du même coup, nous avec elle. Donc, je dirais, effectivement, les passages que vous avez choisis, il se trouve que malgré l'éloignement dans le temps, puisque fait bien longtemps que je n'ai plus pratiqué le yiddish, je connais presque tous les poètes que vous avez signalés parce qu'ils étaient dans la bouche de mon père. Et donc, leur nom m'était familier et je les avais de certaine façon entendus. Et je dirais à chaque fois, bien sûr, était sensible à ce qui était chaque fois ce que j'appellerais une résurrection. Merci pour ce petit ajout à propos de la poésie. Je suis très, très content de savoir que, voilà, que chez vous, c'était encore vivant à l'époque et dans la bouche de votre père. Mais je propose que Jeanne reprend le flambeau de la poésie. Alors, je remercie Nourit, je te remercie de m'avoir proposé cette rencontre avec Charles Melman.
à partir des langues yiddish et créole. Charles, vous n'avez pas été très gentil hein, en disant que ça fait des décennies que nous travaillons ensemble. Oui, pas très gentil par rapport à moi. Ça fait très longtemps que Charles Melman, que j'ai demandé à Charles Melman de venir en Martinique nous aider à travailler les questions complexes qu'un psychanalyste peut rencontrer dans sa pratique aux Antilles. Donc, ça a été pendant des années, Charles Melman est venu soutenir notre travail à travers des séminaires pluridisciplinaires qui ont été passionnants. Et c'était d'abord avec le groupe antillais de recherche et de formation psychanalytique, puis avec des collègues qui se sont rencontrés pour constituer une école régionale de l'Association lacanienne internationale. Alors, l'une des difficultés rencontrées dans le travail concerne la langue utilisée au cours des séances. Donc, la langue créole, c'est une langue qui est parlée par tout le monde en Martinique. Dans toutes les classes sociales, elle est parlée, mais elle est exclusivement parlée dans tout ce qui concerne le travail manuel et dans les classes populaires, pratiquement exclusivement. Donc, c'est une langue, alors là, Charles, je vais pointer quand même un point sur lequel nous avons déjà discuté souvent et que je vais continuer à discuter parce que je ne pense pas que cette langue soit constituée par les rebuts de la langue du maître. Je pense que c'est une langue comme la langue yiddish, qui est une langue où se sont rencontrés, c'est une langue de rencontre de langues. Alors, c'est une langue qui est née dans une situation coloniale et pas n'importe laquelle, puisque c'est une situation coloniale qui était liée à l'expansion, à la première expansion du capitalisme et qui a fait se rencontrer. Ça a fait se rencontrer. Sur cette rencontre-là, on pourrait en parler, puisque, en tout cas, qui a fait se rencontrer des colons qui venaient de France et des esclaves qui tous venaient d'Afrique subsaharienne, de régions d'Afrique subsaharienne. Et donc, il y avait leur langue. Leur déportation dans les Antilles, dans les sociétés coloniales, ont fracassé la langue qu'ils parlaient, parce que si dans un pays comme le Brésil, ils ont pu conserver certains rituels, ou à Cuba également, comme le candomblé, en tout cas aux Antilles de colonisation française, il n'est plus resté que des restes de langage des populations africaines, des femmes et des hommes venus d'Afrique. Et la rencontre de ces restes, les restes venaient des langues africaines et des langues parlées par les colons, a donné très rapidement, d'après les linguistes qui se sont intéressés à la question, ont donné très rapidement la création de la langue créole. Très rapidement, c'est-à-dire en 50 ans. Alors, moi, ce qui m'a interrogée dans ma pratique de psychanalyste, c'est que cette langue créole, c'est une langue donc sans écriture. Alors là, il y a une différence, il me semble, importante par rapport au yiddish.
C'est une langue sans écriture, c'est une langue dont l'écriture a été, donc elle est née vers le XVIe siècle, disons, et c'est une langue dont l'écriture a été proposée par des universitaires assez récemment. Donc, il y a eu d'abord cette recherche, cette volonté plutôt de se démarquer de l'origine, de la part française de cette langue, en essayant de trouver une écriture phonétique. Bon, je crois qu'ils se sont rapidement rendus compte, ces universitaires, que c'était une impasse, que ça les menait à une impasse. Donc, ils ont choisi de garder les caractères de l'écriture française pour écrire cette langue. Donc, il me semble qu'il y a une rencontre, s'il y a des restes sont venus des restes des langues africaines. Et là-dessus, je crois qu'il y a une question importante, moi, que j'adresse aux linguistes, c'est les linguistes qui ont travaillé sur cette langue créole sont des linguistes de formation romane, avec les langues romanes. Et je pense qu'il y a une question qui concerne la part non romane de la langue créole, c'est-à-dire la part des restes. Qu'est-ce qui reste de l'Afrique, des langues africaines, des langues parlées en Afrique par les femmes et les hommes qui ont été mis en esclavage? Qu'est-ce qui reste de ces langues? Ce qui m'a frappé dans mon travail de psychanalyste, c'est la difficulté, l'embarras qu'avaient les patients, les femmes et les hommes que j'écoutais, à me dire dans les séances en créole des propos qui leur avaient été dits en créole. Bon, il m'a fallu des années du travail, de réflexion pour préciser ce que c'était que cet embarras. Et alors, il y a un certain nombre de points qui m'ont paru importants, parce que nous avons beaucoup travaillé avec un linguiste qui est mort maintenant, qui s'appelait Jean Bernabé, qui était professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, sur la structure de cette langue. Et sur la structure de cette langue créole, on a pu dégager certains points très importants qu'on a travaillé avec Charles Melman en Martinique et que j'ai un peu développé dans le livre que j'ai publié. Sur la structure, il y a un point qui me paraît important, deux points qui m'ont amené à la même question. Un point sur la reduplication, la fréquence des reduplications dans cette langue et des reduplications qui font sens, qui ont une importance dans la signification de la parole. Ça, alors, la question, c'est une hypothèse qu'on a travaillée avec Charles Melman, mais qui reste une hypothèse. Est-ce que la fréquence de ces réduplications, fait entendre une précarité de la position du sujet dans sa parole? Est-ce que parler créole au cours d'une psychanalyse. Non, est-ce que parler créole fait entendre une précarité subjective? Est-ce que à travers ces réduplications, précarité subjective par rapport à quoi? Par rapport à un rapport au réel qui ne serait pas bien assuré, c'est-à-dire que la structure symbolique de cette langue n'assurerait pas
une prise sur le réel auquel ont été confrontés ceux qui ont parlé cette langue et qui ont participé à sa naissance, enfin, à sa création. Ça, c'est une question importante parce que ça pose une question qu'il ne me semble pas, mais ça va faire partie des échanges, de l'échange qu'on aura, il ne me semble pas du tout que ça soit la question qui se pose, qui se soit posée d'emblée pour le yiddish. Cette question d'un réel qui viendrait. Alors, il s'est posé à un certain moment, et les poètes yiddish que j'ai commencé à connaître à partir du film de Nourit, cette rencontre avec le réel est venue percuter la langue yiddish au moment de l'anéantissement, hein, de ce que Rachel Hertel appelle l'anéantissement. Donc là, mais pas au moment de la constitution de la langue yiddish. La langue yiddish a produit un certain nombre de textes littéraires, de textes de poèmes, de poésie. Je n'ai pas retrouvé, en tout cas dans la langue créole, qui est une langue moins ancienne que la langue yiddish, qui n'est pas une langue... disons que la question de la métaphore, par exemple, puisqu'on parle de la poésie, la question de la métaphore est une question que nous avons à travailler dans la langue créole. Comment fonctionne la métaphore dans la langue créole? Charles Melman dit un mot pour un autre. Moi, les métaphores que m'ont proposé, les exemples de métaphores que m'ont proposé les linguistes en créole sont toujours des métaphores imagées. Toujours, métaphores imagées. Bon. Donc, ça, c'est une question très importante pour le rapport qu'une langue peut établir entre la prise qu'elle a, la prise symbolique qu'elle a, qu'elle permet sur un réel. Ça, c'est un point. L'autre point que je voulais, ça c'est à travers ma pratique de psychanalyste, ce que j'ai repéré, c'est que c'est une langue qui est restée. Alors, il y a encore une question de reste là, mais des restes de jouissance du corps de la mère. Alors, je dis bien jouissance du corps, je dis bien jouissance, c'est pas du plaisir, c'est ce que Lacan a amené en parlant de la jouissance, c'est qui excède le plaisir. Alors, la jouissance là du corps, Lacan en a donné, du corps de la mère, Lacan en a donné a donné un mot pour faire entendre ce que c'est que cette jouissance, il a appelé la langue en un mot, en un seul mot. C'est-à-dire que c'est une langue parlée où ne sont pas encore, où les signifiants ne sont pas encore, n'ont pas encore une fonction de représentation symbolique. Voilà, et reste imprégné de cette dimension de la jouissance. Donc, vous savez que pour parler, bien sûr, il y a à perdre quelque chose du côté de la jouissance, hein, ce qui nous permet de parler et de structurer un désir. Bon, mais donc ce rapport à la jouissance, c'est un rapport qui est très, très, qui se fait entendre dans la langue créole et qui se fait entendre dans la langue créole, en tout cas dans les cures et dans les séances, et qui
par exemple, il me semble que comment dire, toute la production littéraire que le yiddish a pu avoir, ce n'est pas une production que nous pouvons retrouver en créole. Il y a des écrivains antillais ont travaillé la langue française avec la langue créole. C'est-à-dire qu'ils ont introduit dans la langue française des tournures de la langue créole pour essayer de lui donner une place dans la langue française, qui est la langue française que parle que dans les études. Bon, il n'y avait pas d'études en créole avant qu'elle soit introduite à l'université très récemment. Un poète, le premier Aimé Césaire, sa poésie, c'est un poète de langue française. Mais quand on étudie la poésie de Césaire, on entend qu'il y a quelque chose de reste. Là, on retrouve encore le mot reste, de reste de la langue créole. Et ce reste, je crois que, enfin, je l'entends, et je ne suis pas la seule, à travers le rythme, les césures, certaines, je dirais pas musique, mais le rythme, l'intonation de la langue créole qui travaille la langue française de Césaire. Et je crois qu'il y aurait il y a un axe de recherche là à travers pour les linguistes et les psychanalystes à savoir ce que c'est que étudier ce que c'est que les restes, qu'est-ce que c'est que l'importance, par exemple, de l'intonation qui peut changer la signification d'une parole en créole. Est-ce que ça ne serait pas là un reste, quelque chose d'un reste de langue qui n'aurait pas la structure des langues romanes, des langues africaines, qui n'aurait pas la structure de langue romane et qui aurait la structure de ce qu'on appelle des langues à ton. Bon, ça c'est-à-dire des langues qui font intervenir dans la parole un rapport au corps qui est très différent de celui qui intervient, qui fait fonctionner, qui structure les langues romanes. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant pour lancer la discussion. Parce que le point sur lequel de discussion que nous avons avec Melman, c'est que je ne pense pas du tout que la langue créole soit constituée uniquement par les rebuts de la langue du maître et qu'elle soit venue, que ça constitue la langue originale des esclaves. Je pense que la langue qu'on crée, la langue créole, ce n'est pas une langue d'esclaves. C'est une langue qui a été créée dans la rencontre des parlers entre les maîtres et les esclaves. Donc, c'est une langue... Moi, j'étais très, comment dirais-je, frappée quand j'ai reçu des hommes, des descendants des colons qu'on appelle les béquets aux Antilles. J'étais très frappée de leur aisance à parler dans l'entretien que la langue créole vienne dans les entretiens, très contrairement aux positions des patients qui appartenaient à certaines classes sociales et qui manifestaient la volonté de montrer qu'ils parlaient bien français. C'est-à-dire que c'est une langue qui appartient
qui est parlée par les maîtres et les esclaves. C'est une langue qui est née de la rencontre de leur langue. Voilà ce que je voulais dire. Des langues fracassées des esclaves, des restes des langues africaines et des langues parlées par les maîtres. Dans la violence, il faut quand même resituer cette langue, dans la violence de la plantation esclavagiste, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, dont plusieurs ont parlé à plusieurs reprises, ou violence sur les corps, violence faite au symbolique, la dimension symbolique de la langue, et violence faite au corps. Hein, c'est dans cette sorte de tohu-bohu, de chaos dans la violence qu'est née cette langue. Et merci Jeanne. Et c'est pas moi qui organise, j'aimerais peut-être Jean-Paul, mais si je suis là, moi je crois que c'est formidable, j'aurais voulu, mais je crois que j'aimerais que Charles reparle et voir qu'est-ce que tu nous dis, parce que je crois que tu écris toi-même la poésie et je voudrais revenir sur la poésie et je voudrais qu'on revienne un peu au film. Parce que je crois savoir que toi-même tu écris la poésie. Mais et que justement, il y a de l'écriture et qu'est-ce qui a été transmis de poétique malgré le fait qu'il n'y a pas de l'écriture. Hein? Mais je crois qu'on va faire un petit tour pour revenir. Et langue avec écriture et langue sans écriture. Et oui, Charles, tout à l'heure, moi je continue à te tutoyer comme avant, et tu as parlé de l'écriture hébraïque. Tu l'as souligné qu'il y a l'écriture hébraïque en yiddish et que ce n'était pas nécessaire. Autant que je sache, c'était nécessaire. Et c'est intéressant que dans le film, Tal et Heber Hiborski, ils parlent de Mendelssohn, que pour, justement, c'était la Scala, les Lumières juives. Il voulait que les Juifs ne parlent pas ce jargon méprisé, que lui, pour lui-même, était sa langue maternelle. Mais si quelqu'un a dit du mal de la langue, Mendelssohn était vraiment, je ne crois pas qu'il y avait pire de ce qu'il a pu dire sur le yiddish. Et Mendelssohn, il voulait que les Juifs apprennent pour devenir citoyens. Il vient des citoyens de la cité en apprenant l'allemand. Et pour qu'ils apprennent l'allemand, il a traduit la Bible qu'il connaissait en allemand en l'écrivant en lettres hébraïques. Parce qu'à l'époque, les Juifs lisaient pas autre chose que les lettres hébraïques. Et l'Yiddish est venu parce qu'ils ont, en fait, on dit en Yiddish, Teichen, ça veut dire Deutschen, ça veut dire traduire. Les enfants à 3 ans ont appris la Bible. Ils ont commencé, je ne sais pas, mais disons la Genèse, Bereshit, Bara, Elohim, je ne sais pas. Et si Charles, tu pouvais les traduire en yiddish, ça serait génial. Et ils l'ont appris mot par mot, pas phrase par phrase. Hein. Donc, ils l'ont appris mot par mot en cet allemand de l'époque, hein, qui était 11e, 12e siècle, le haut-allemand de la Rhénanie, etc. Et quand ils voulaient l'écrire, ils ont écrit dans l'alphabet qu'ils connaissaient, qui était l'alphabet hébreu. Et c'est vrai pour toutes les langues juives, c'est-à-dire que comme ils étaient alphabétisés à l'époque en hébreu, et juste pour apprendre c'est-à-dire que c'était cet alphabet-là, dès qu'ils se sont mis à écrire la langue parlée, leur langue parlée, ils se sont mis à l'écrire dans l'alphabet qu'ils connaissaient. Et c'est vrai pour ce qu'on appelle les ladinos, les judéo-arabes, etc. Hein? C'est juste pour revenir et qu'effectivement, au moment où ça s'est laïcisé, comme je crois que les premiers étaient les ladinos, dès qu'ils allaient dans l'école de l'Alliance française et qu'ils ont appris les Français, ils sont mis à écrire les ladinos qui étaient écrits, les judéo-espagnols en lettres hébraïques, ils se sont mis à l'écrire en lettres latines et ça s'est passé à l'époque d'Atatürk, qui lui-même était dans le mouvement
de passer des turcs de lettres arabes aux lettres. Bon, je dis, j'essaie de revenir à la lettre. Hein. Et bon, la lettre qui est la vôtre, je ne sais pas, il paraît que l'inconscient est structuré comme un langage et bon, et que derrière il y a la lettre, etc., etc. Moi, je voudrais un peu qu'on revienne et je ne sais pas si je comprends bien, mais je crois qu'il y a quelque chose de la langue qui est autour de cette lettre-là, hein, si j'ai bien compris, parce que je lis pas dans les textes, hein. Et voilà. Et, C'est et Charles, exactement la je voudrais, question. oui, je voudrais C'est exact. juste avant que tu fasses encore les grands détours et abstraits, je peux pas ne pas entendre l'histoire que, je ne sais pas si tu te rappelles, on était dans une fête commune. Je suis arrivée avec Roy Greenwald, qui est un de ces jeunes qui s'est remis au yiddish et à la poésie yiddish. Il t'a parlé en yiddish et que tu as su très bien répondre en yiddish et tu l'as parlé très très bien et que tu nous as raconté ton histoire que j'aimerais juste parce que je trouve que c'est une histoire absolument folle et que ton père, j'essaie de dire ce que je me rappelle, ton père communiste qui est en France, qui est arrivé en France, il est là dans les pays de droits de l'homme et il répond à un appel d'un État juif à Birobidjan, dans lequel la langue sera le yiddish. Hein. C'est bien Birobidjan et la langue est officielle à Birobidjan est restée le yiddish jusqu'à, je ne sais pas si c'est jusqu'à l'effondrement des systèmes communistes ou bien un tout petit peu, je ne sais pas si c'est avant, mais imaginez qu'il y avait un projet d'un État juif à Birobidjan, en plein Sibérie, avec comme langue officielle le yiddish. Et ton père, il répond à cet appel, il prend sa famille et vous partez en train dans le nowhere. Je me rappelle très bien que tu as dit, vous arrêtez, le train arrête au milieu de la neige. C'est bien parce que hier, c'était juste premier jour de neige ici. Et il vous dit, voilà, c'est ici. On voyait de loin quelques baraques. Donc, juste fais-nous le plaisir de raconter cette histoire. Et après, je propose qu'on revienne au film, et que vraiment, parce que c'est autour d'un film qu'on est là, et autour, je ne dis pas au film en tant bon, qui existe avec la poésie en yiddish, et que voilà, qu'on me pose des questions, je ne sais pas quoi. Mais d'abord, s'il te plaît, ton histoire. Eh bien, de façon, je dirais, qui me paraîtra plus juste, je tâcherai de rejoindre mon histoire personnelle, c'est-à-dire effectivement ce que tu veux bien raconter, c'est-à-dire la constitution rêvée d'un Yiddishland. Je rejoindrai cette histoire par un problème qui, lui, concerne tous et que tu as très légitimement évoqué il y a un instant, et qui est la suivante. Est-ce que l'inconscient, c'est-à-dire ce qui nous dirige, ce qui nous anime, ce qui est en train de mouvoir les questions que nous sommes en train de nous poser, est-ce que cet inconscient est construit comme un langage ou comme une langue? La différence est absolument essentielle. Il se trouve que pour des raisons historiques données, pour les Juifs, cet inconscient est construit comme une langue, puisque c'est une langue qu'ils ont dû constituer comme refoulée, quoique identitaire. Ça a des conséquences qui, pour chacun de ceux
qui relèvent de cette origine, ou bien qui n'en relèvent pas, mais qui néanmoins essaient, je dirais, de traiter la question de l'inconscient en faisant une langue, c'est-à-dire un domaine animé par un responsable, par un auteur, qui nous prescrit à chaque fois les conduites à tenir et qui répond de façon supposée soignante, thérapeutique, et qui répond, je dirais, à nos interrogations et à nos doutes. Autrement dit, cette sorte de croyance au fait qu'il existerait en chacun de nous et dans cet espace qui est l'espace directeur, le bon maître qui nous agite, qui nous dirige, qui nous mène et qui répond à nos perplexités. Il y a lieu de penser, et c'est là un problème essentiel, un problème qui concerne tous. Il y a lieu de penser que pour des conditions historiques que nous savons, les Juifs ont été amenés à imaginer que l'inconscient était effectivement construit non pas comme un langage, mais comme une langue, et qu'il portait avec lui, dans ce qui étaient les messages qui en provenaient, les bonnes indications à la fois morales et thérapeutiques. Il est évident que ça donne du même coup à ceux qui peuvent, comme nous réclamer, je dirais, de cette situation, une spécificité qui est à la fois, je dirais, une réalisation qui est celle souhaitée par chacun. Chacun peut souhaiter avoir dans son inconscient non pas une langue, c'est-à-dire les rebuts de la langue du maître, comme terme dont je me servais tout à l'heure et qui a heurté mon amie Jeanne parce qu'elle oublie que le rebut, c'est aussi l'objet le plus sublime et qui est le support et la cause du désir, que c'est un rebut, et que donc ce n'est pas le disqualifié que d'y voir justement le sale qui est rejeté. Eh bien, donc, il se trouve on risquerait en quelque sorte de faire que les Juifs viennent à oublier que l'autre, pour se servir de ce terme très précis lacanien, est constitué comme un langage et non pas comme une langue, et donc, je dirais, venant recéler le père tué et qu'il ne faut pas. Il est sûr que dans le foyer de Freud, on parlait le yiddish. C'est sûr. Ça a eu quel résultat? Quel effet? Ça a eu par résultat qu'il est devenu un grand auteur de langue allemande, c'est-à-dire de venir corriger ce qu'il en était du patois juif, de venir le corriger par la perfection de la maîtrise. Et comme on le sait, Freud a toujours cherché à vérifier sa position de maître dans cette langue qui a mérité qu'il ait reçu comme prix, le prix Goethe, ce qui est quand même, je dirais, un comble, ce qui est vraiment magnifique. Nous sommes donc là à propos du yiddish et aussi à propos du créole. Si l'on met en parallèle le lexique et la syntaxe allemande avec le lexique et la syntaxe juive, on en fait deux colonnes. Quelle est la différence? Et la différence, c'est évidemment que le passage de l'une à l'autre langue se fait par
l'élimination d'un certain nombre de traits distinctifs, d'un certain nombre de lettres, un découpage qui va s'avérer spécifique et qui aboutit à ce que la langue résultante soit l'effet du découpage dans la lettre du maître. Le découpage de quoi? Eh bien, justement de ce qui est le signe par la perfection de cette langue, le signe de sa maîtrise. C'est ça que la langue de l'esclave vient en quelque sorte accomplir, c'est-à-dire se constituer à partir de ce qu'elle a découpé comme significatif de la maîtrise du maître dans sa propre langue. Et je termine ces quelques remarques en disant ceci. L'un des plaisirs de l'usage de l'une de ces langues, que ce soit le yiddish, et je suppose le plaisir du créole, bien que je n'ai jamais été capable, j'ai essayé de l'apprendre, mais je n'ai pas malheureusement poursuivi. Eh bien, l'un des plaisirs, c'est que lorsque l'on y parle à un interlocuteur, il se produit quelque chose de magnifique. Ça n'est pas un autre, c'est un pur semblable à soi. Il est comme soi. Il y a immédiatement un type de complicité, un type de fraternité, un type de similitude que ne permet pas, que supprime le langage, je dirais, du maître, le langage classique. Une fraternité, un échange, une participation. Et du même coup, c'est bien là le paradoxe, et en tout cas vivant pour le créole, la nécessité, pour pouvoir néanmoins se distinguer de celui qui est là en miroir, de pouvoir se distinguer de lui par l'affirmation d'une maîtrise qui amène, c'est là un paradoxe douloureux, inattendu, ce semblable à venir le nier. En tout cas, il m'a semblé que le plaisir auquel j'ai pu pour ma part participer avec le yiddish, c'était sûrement le spectacle de cette fraternité absolue soudain créée par l'exercice de cette langue, mais en même temps, c'est sans doute une particularité, la célébration à cette occasion, et c'est peut-être là le rôle de l'alphabet, de l'écriture hébraïque, la célébration de l'ancêtre qui venait d'un seul coup là témoigner de sa fécondité, de sa présence, de son existence. Ce sont là, me semble-t-il, des thèmes qui ne sont pas tout à fait quelconques, mais là où je crois que la question va bien au-delà de celle des patois, des pidgins, du yiddish, du créole, etc. Elle est toujours présente. Est-ce que l'autre est constitué comme un langage, ou bien l'autre est constitué par une langue qui nous envoie donc directement, je dirais, ces messages directeurs. Voilà en tout cas pour moi, cher Nourit, ce que, à propos des souvenirs personnels dans lesquels vous m'engagez, voilà la question, me semble-t-il, plus générale qui se trouve là soulevée et qui fait qu'avec Jeanne, nous avons effectivement, depuis pas mal de temps, des discussions, des oppositions, et dont je me permets de dire qu'elles me paraissent beaucoup plus fécondes que de l'ordre de l'inamitié. Elles me paraissent au contraire des oppositions fécondes. Et je lui rappelle quelque chose d'essentiel qu'elle a oublié,
mais qui doit se trouver inscrit sur une bande enregistrée. C'est un colloque que nous avions eu précisément avec cet éminent linguiste martiniquais qu'elle avait invité, Jean Bernabé, qui malheureusement n'existe plus, et je lui avais posé la question: est-ce que le créole pratique la métaphore? C'est une question, je dirais, simple, facile à vérifier, immédiate. Autrement dit, et c'est justement le problème, est-ce que l'on écrit des poèmes en créole? Il se trouve que le plus grand auteur créole est de langue française, merveilleux auteur, et que grâce à Jeanne, nous avons pu rencontrer, et qui s'appelle Aimé Césaire. Aimé Césaire qui, je dirais, à l'exemple de Freud, a entendu parler le créole dans son foyer et est devenu un superbe auteur et un superbe poète de langue française. Et j'imagine, mais je suis prêt évidemment à être démenti, que c'est précisément lié au fait que le créole est plutôt une langue pour des tas de raisons et qu'il ne s'agit pas de décrier et qui n'est pas facteur de défaut ou de quoi que ce soit, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. N'est pas une langue qui est encline à l'usage de la métaphore et à l'écriture de poèmes en langue créole. Et il me semble que c'est un point qui, si c'est exact, si c'est vrai, puisque je ne la pratique pas, cette langue, mais c'est un point qui justifie que l'on interroge ceux qui ont été élevés dans celle-ci et qu'ils nous disent là-dessus si c'est une erreur ou bien si, comme Jean Bernabé est venu me répondre quand je l'interrogeais là-dessus pour me dire non, le créole n'a pas tendance à pratiquer la métaphore. Et je prends la parole. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps et je me demande si on revient au film quand même. Oui, Et... je voudrais te poser une question, Nourit, justement, à propos de cette rencontre que tu as souhaitée entre créole et yiddish. Je m'étais étonnée. Et puis, je pense que le prix Édouard Glissant qui t'a été attribué, que tu as reçu, n'est pas pour rien dans ton intérêt, ton intérêt pour le yiddish et dans ton intérêt pour la langue créole. Et peut-être que tu pourrais essayer pour revenir au film, essayer de dire ce qui, pour toi, de la langue créole, a fait écho dans le yiddish. Parce que cette question de la métaphore dont parle Melman me paraît tout à fait importante. C'est ce que j'essayais de dire en parlant de cette prégnance je dis du corps comme ça pour aller vite, mais d'une certaine jouissance qui n'est pas perdue dans la langue créole et qui sans doute rend la question de la métaphore compliquée. Si on n'essaie pas, non pas de voir les choses de la langue, mais de les entendre. Et si Césaire est un grand poète français, Césaire, en tant que poète, il a fait le travail de poète sur cette langue en introduisant un certain nombre un certain type de césure, de coupure et de rythme dans cette langue et qui sont, à mon sens, sa façon à lui de créoliser, d'introduire du créole dans la langue de sa poésie. Bon. Mais c'est sur le réel de la structure que ça a intervenu.
Bon. Alors, ils ont pris Édouard Glissant, qui fait pont entre le yiddish et le créole, puisque c'est à partir de ton travail que ce prix t'a été attribué. Et je ne suis pas spécialiste ni de créole ni de yiddish. Et Édouard Glissant, j'ai reçu le prix Édouard Glissant et c'était sans concertation avec Édouard Glissant. Édouard Glissant était dans la salle, très loin, et il a dit, moi, d'habitude, je ne me mêle pas, on dit le prix, je suis là présent, mais je n'interviens pas. Alors, ce qui s'est passé dans le cas c'était le film d'une langue à l'autre, il a monté comme ça sa canne de loin, d'un truc. Il a dit, je veux parler, je veux parler. Et avec sa canne, il est arrivé jusqu'à la scène et il a parlé d'une manière improvisée parce qu'on venait il a vu le film. Et c'est le film qu'il a aimé. Et je reviens, je suis cinéaste et il m'a invité à Martinique pour ouvrir qu'une semaine littéraire s'ouvre à faire que le film d'une langue à l'autre. Et donc, c'est bien le film qu'il a aimé et il a dit lui-même, donc il y a son discours, où il dit pourquoi il a aimé le film. Et moi, je vais revenir sur deux choses que vous avez dit et je ne peux pas rentrer du tout dans la question. Je crois que vous avez bien exposé que moi, je ne peux pas intervenir, je suis cinéaste. Et la question pour moi était autre, elle était comment filmer un sujet sur la langue, comment filmer de la langue et comment filmer un film sur la poésie. C'était ça ma question, parce que c'était comment faire un film, comment un film garde les rythmes, comment un film garde les intonations. Et je vais revenir là-dessus parce que Charles, c'est-à-dire vous deux, vous avez parlé, et Jeanne, toi, tu as parlé d'intonation. Et Charles, il a dit que Freud a bien entendu à la maison le yiddish. Là-dessus, on peut discuter, mais c'est que je sais et que je suis sûre qu'il a entendu sa mère parler avec un accent yiddish et certainement avec une intonation et accent yiddish dans l'allemand. Bon, et voilà, on revient pour moi à la langue, hein? Mais comme j'essaie de la comprendre moi de cette époque, c'est-à-dire qu'il était avant dans la langue qu'il a entendue dans son enfance, je ne sais pas par rapport à son père, mais sa mère avait un accent yiddish très fort. Donc, c'est autour, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, et autour de la musique et des rythmes. Et c'est pour ça que j'ai choisi la poésie. On va tout de suite revenir. Et la question, ça ne suffit pas qu'il y a la poésie. La question pour moi, c'était comment je donne un rythme au film. C'est-à-dire que la question, c'est la construction rythmique du film. Hein. Et je reviens tout de suite. Je voulais juste dire encore un mot par rapport à Yiddishland. Et je ne sais pas l'histoire de mot Yiddishland, je ne sais pas si vous savez. Ce n'est pas du tout un pays, ce n'est pas un territoire. Il y avait le poète, justement, qui voulait rentrer dans les pen clubs. Et dans les pen clubs, vous savez, c'est la littérature du monde entier qui se présente. Donc, les poètes yiddish, ils étaient de pays géographiques différents. Ils devaient remplir la case, et c'est toujours cette histoire, quelle case on remplit, qui était les pays. Et comme ils n'avaient pas un pays, parce qu'ils venaient de partout, ils ont écrit Yiddishland. Donc, le Yiddishland, ce n'est pas un lieu géographique, c'est juste pour dire ça. Et dans mon film, justement, mon choix était déjà les poètes qui sont dans le film, qui sont les poètes d'avant-garde entre les deux guerres. Et ils étaient des pays différents et même ils étaient des langues différentes parce que Vogel, par exemple, sa langue maternelle n'était pas le yiddish, c'était un choix et elle a pris le yiddish plus tardivement, c'était un choix. Halperin, il a déjà publié un livre de poésie en allemand, il est revenu sur le yiddish
Et les femmes, en général, n'étaient pas alphabétisées avec les lettres hébraïques dans lesquelles on écrit le yiddish, contrairement à certains hommes, j'imagine, comme Markish dans le film. Donc, je veux revenir sur ce qu'il y a, et je voudrais qu'on me demande des questions là, pour le temps qui nous reste, qui concerne les films, la construction, le choix, etc. Si des questions vont se poser, et pour moi, il se trouve là. Et j'ai profité d'un moment pour aller regarder la galerie, et je peux vous dire qu'on est 175, il y a 10 personnes qui nous ont quittés, parce que tout à l'heure, on était plus. Et j'ai vu qu'il y a 2 personnes qui sont là, que j'ai envie de présenter. Et je ne sais pas comment vous allez, c'est-à-dire que si vous allez les chercher, ils sont quelque part, il faut mettre sur galerie et mettre les petits triangles. C'est 2 personnes qui se trouvent en ce moment à Vilnius. Et pourquoi? Il y a 2 personnes qui se trouvent en ce moment à Vilnius. C'est Migley, que vous connaissez du film, et Shachar, qui se trouve là en visite. Et Shachar qui m'a accompagné dès le début de ces projets et même des projets d'avant. Il m'a aidé. Et c'est lui que sans lui, il n'y aurait pas cet objet-là que j'aimerais que vous regardiez parce qu'on a beaucoup travaillé pour qu'il existe. Ce n'est pas seulement le DVD qui est là à la fin, c'est les livres dans lesquels les poèmes sont traduits les poèmes sont là en yiddish, plus 3 langues qui sont le français, l'anglais et l'hébreu. C'est-à-dire que je crois que c'était surtout important que cet objet-là existe là, avec toutes les langues et les textes de tout ce que les gens disent. Et les jeunes gens, ils viennent de partout, comme les poètes, c'est-à-dire qu'il y a pour moi une liaison importante entre les poètes qui ont écrit en yiddish, entre les deux guerres, et les jeunes gens d'aujourd'hui qui lisent la poésie, cette poésie en yiddish, mais avec pas l'accent de la langue maternelle, parce qu'aucun d'eux, pour aucun, c'est la langue maternelle. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont des yiddishisants qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils ont cherché, ce qu'on appelle la mamelouchen, n'est-ce pas? Ou mamelochen, ça dépend d'où on vient, ce qui veut dire, c'est un mot en hébreu, c'est un mot en yiddish qui veut dire la langue de la mer. Je ne sais pas si c'est la langue maternelle, mais je sais que c'est la langue de la mer, mamelouchen, bon, ou la langue maternelle, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est la langue maternelle, mais je sais qu'il y a une langue que la mère a parlé à l'enfance et avec son accent. Et chez moi, personnellement, ça parlait en allemand, avec 2 accents différents, l'accent de Berlin de ma mère, de mon père, bravo, et de ma mère, un accent tchèque comme celui de Kafka, qui a écrit en allemand, mais il était tchèque, et ma mère était tchèque comme lui. Donc, il y avait ces 2 accents qui parlaient, les 2 accents qui pour moi étaient l'allemand, et l'yiddish était un peu la langue maudite parce que j'étais en Israël, et l'yiddish était la langue qu'on méprisait. Et pour la découvrir, et pour découvrir sa poésie, il fallait absolument que je passe par un 3e lieu qui est pour moi la France, Paris, et les centres de la culture yiddish. Et mon amie Batia, qui est traductrice de yiddish, Batia Bomb, qui est traductrice de yiddish. Et peut-être il y a moyen, je ne sais pas, peut-être l'administrateur peut nous aider de faire venir les 2 amis jeunes qui ont découvert les yiddish en cours de route, en cours de leur vie. Et Migley les raconte et Shachar aussi. Il s'est mis à, peut-être on peut leur donner la parole, mais je ne sais pas, peut-être s'ils parlent et si on se met si on passe de la galerie à l'intervenant. Et Migley, voilà. Peut-être Migley, tu peux te mettre et peut-être tu peux dire 2 mots pour que qu'on t'attend, qu'on te voit. Oui, bien sûr. Voilà. Bonjour. Salut Nurit.
Et juste voir que vous voyez que derrière elle, c'est la même couleur que vous avez vue dans le film, hein? C'est-à-dire derrière elle qui avait juste un an, c'est-à-dire elle était plus vieille d'un an. Maintenant, elle est plus jeune d'un an, à peu près. Hein? Peut-être tu dis juste un mot ou deux de notre travail commun. Je crois que comme ça, parce que j'aimerais qu'on comprenne quelque chose que faire un film, c'est pas comme on fait maintenant. C'est pas des entretiens. C'est pas un entretien où je dis voilà, tu parles. Ça a été préparé. Il y avait une rencontre entre nous. Et je dois dire que Migley, on était dans la même classe pendant un été dans la maison de la culture yiddish où on apprenait toutes les deux les yiddish et on était dans la même classe. Et bon, je me suis dit, Migley, quand elle va me raconter comment elle a rencontré les yiddish et comment elle est tombée amoureuse, ça va certainement être intéressant. Oui, je ne sais pas, je parle déjà de Yiddish, de mon rencontre avec Yiddish dans le film, mais je ne sais pas, c'est ce que je peux dire. Aïe, il y a un petit problème On de... ne vous entend pas bien, oui, on ne vous entend pas bien. Aïe, aïe, aïe. Là, on perdu, là. Et Shachar, peut-être, toi, tu peux... Shachar est aussi en Vilnius en ce moment. Et c'est vraiment avec lui, c'est lui qui a tout, je dis dans les livres, c'est lui qui a corrigé toutes les langues parce qu'il parle toutes qui sont là-dedans. Shachar, si toi, tu prends la parole, peut-être on peut au moins te voir. Je crois qu'il y a un problème de connexion avec Vilnius. Je crois qu'ils vont peut-être, ils sont pas. Je crois qu'ils vont revenir. Et je propose que si ça revient. Qu'il allume son micro, peut-être. Non, je crois qu'il y avait un Il y a problème. mauvais. Ils vont, comme je les connais, ils sont très malins tous les deux. Et ils vont peut-être revenir. Et je propose que quelqu'un peut peut-être. Me poser une question. Je sais qu'on peut donner la parole, ce qu'on appelle la salle, non? Moi, j'ai une question. Je voudrais poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on l'entend. Sur la fonction des poètes de New York. Dans votre film, vous parlez des poètes de New York et on a l'impression que vous donnez une fonction à ces poètes de New York. Et peut-être, on dirait que vous faites peut-être une opposition entre le passé et le présent, ou bien peut-être que vous donnez aux poètes de New York une sorte de New York comme un lieu de refuge. Enfin, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez? Pourquoi est-ce que vous parlez des poètes de New York? Pourquoi je parlais de Vilnius et pas de New York, là? Non, dans votre film. Je ne parle pas de Vilnius, et le Vilnius, on parle de Vilnius. Et Migley parle de Vilnius avec... moi, j'avais une question sur votre film. Vous n'avez pas vu les choses jusqu'au bout, je comprends. Pas grave. Il est justement, il vous attend, hein, dans toutes les librairies, parce que je tiens beaucoup, beaucoup aux livres, parce qu'il y a écrit les poèmes dedans. Et Vilnius est là, et c'est justement Migley qui parle de Vilnius et des grands poètes Sutskever qui étaient là. Mais ce que je trouve qui était intéressant à New York, je choisis avec mes intervenants, pas les villes, mais les poèmes. Et il se trouve que pas mal de poètes ont écrit à New York. Et ce qui m'a intéressé surtout, que pas mal de poétesses. Hein? C'est-à-dire que dans ces années-là, il y avait une poésie extraordinaire écrite par les femmes que quand on regarde de livres sur la poésie yiddish, ces femmes ne sont pas là. Et dans le film, vous avez une lecture extraordinaire et des drops, c'est lu, hein,
et de Dropkin et de Celia Drapkin, son poème est lu par Dori Manor, et une lecture formidable d'Elila qui lit Anna Margolin. Et la fin du film, et c'est pas par hasard, c'est pour moi celle qui est peut-être la plus avant-gardiste, et c'est la poétesse polonaise Fogel, Deborah Fogel, dont le poème est lu par Carolina Chimania, qui lit extraordinairement bien. C'est dommage qu'on ne peut pas faire des partages d'écran, etc. Et peut-être, je ne sais pas si jamais Shachar est de nouveau là, si jamais il pouvait lire en yiddish les poèmes de Fogel, ça aurait été génial. Shachar, Oui, tu as pu revenir, tu es là? Voilà. Oui. Et tu l'as pas. J'imagine que tu n'as pas les livres, il n'est pas arrivé jusqu'à toi. Et on peut faire peut-être, est-ce que tu le vois à l'écran? Est-ce que tu le vois? Sinon, je peux faire ça peut se faire aussi vite si je fais une capture d'écran. Ouais. Je vais prendre une photo. Là, je vais prendre une photo et je t'envoie la photo par. Vous voyez les miracles de. Bon, je viens de prendre une photo de poème que je vais envoyer à Shachar par téléphone. Si Shachar, il a le. Parce que c'est un poème extraordinaire. Voilà, je l'envoie à Shachar. Shachar. Regarde si tu l'as reçu, Shachar. Oui. Peut-être si tu l'as reçu. Oui, je l'ai. Voilà, vous voyez les miracles de la modernité contre laquelle vous êtes, certains. Certains. Et Shachar, tu es là? Oui. Alors, Eugen können glühen wie zwei harten Kostenbruchten, zwei harte Kerner Treuerigkeit, in dem gellen Blech betroffen von Gassen. Heilmal sennen sie zwei stille Tätlen von schweren Trappen warten. Rein in puste Gassen mit gene Lanterns. Sie wären sametene bräune Flecken und fallen schwer, wie süße Tropfen verzichten. Auf Gassen, Lanterns und Leber, von welches kann gar nicht mehr kommen. Bon, je sais que Charles aurait lu mieux, mais voilà, mais je dis mieux avec l'accent, avec le bon accent. Mais tu sais, je viens de t'envoyer la traduction en français donc si tu ouvres peut-être. Oui, je dois dire aussi que c'est un poème qui a d'abord un dialecte en lui, c'est-à-dire c'est pas la prononciation Yvon, comme on dit aujourd'hui, mais on voit aussi, c'est vraiment un rythme particulier, c'est un poème moderniste tout à fait. Peut-être tu nous les lis en français avec l'accent qui est le nôtre, tous les deux, qu'on vous attendait. On a un accent qui se ressemble un peu. Un poème sur les yeux. Les yeux peuvent luire comme deux châtaignes dures, deux noyaux durs de tristesse, dans la poêle en tôle jaune des rues. Parfois, ce sont deux dattes tranquilles, des dattes faites de lourdes gouttes d'attente, qui t'attirent dans des rues vides aux lanternes jaunes, jusqu'à ce qu'ils deviennent des taches de velours brun et tombent lourdement, douces gouttes de renonciation, sur les rues, les lanternes et les corps dont plus rien ne peut sortir. Même en français, c'est pas facile. Je crois que, oui, je m'excuse que je te fais les lire. Mais justement, c'est un rythme incroyable.
bonne Oui, traduction, si je peux le c'est une dire. traduction d'Arnaud Bicard qui a traduit avec Batia Bohm les poèmes en français. Et peut-être Migle, puisque tu es là et puisque c'est revenu là, tu veux, peut-être tu nous parles un peu de ce que tu voulais dire tout à l'heure. Entre-temps, je vais t'envoyer aussi les poèmes de Sutzkever, hein, mais peut-être tu nous parles quelque chose par rapport, je ne sais pas, au travail commun, non? Je vais entre... On n'entend pas? On n'entend pas. Ah, tu entends? C'est bon? On entend? On n'entend pas, c'est... Non? Tu n'entends pas? Parle dans le micro de la caméra. Est-ce qu'on peut l'entendre Approche-toi, maintenant? Miglé, approche-toi. Ah. Ok, laisse-toi. Oui. Salut, merci. Les pauvres, c'était pas prévu, hein, c'est improvisé. Oui. Mon connexion est pas bon maintenant. Je sais pas, j'ai déjà parlé sur Yiddish dans une film, mais aussi je pense que peut-être c'est intéressant. On n'entend pas. On n'entend pas? Maintenant? Il faut vraiment... Bien? OK. Mais pour moi, c'était une expérience incroyable à travailler avec Nourit. Parce que, vous savez, elle m'a dit avant que c'est une film documentaire. Et OK, documentaire, je suis assise, je raconte quelque chose, c'est le film, non. Mais apparemment, pas du tout. On a passé beaucoup de temps ensemble. Pas beaucoup, je sais pas. Je sais pas comment les films sont faits. Mais c'était très intéressant. Par exemple, Nourit, elle voit beaucoup de choses que je ne vois pas. Il y était des moments où Nourit dit « Attends, arrête, la lumière a changé. » Je dis « Ah oui? La lumière a changé? » Et apparemment, oui, la lumière a changé. On doit attendre que le nuage passe et on peut continuer. Ou je ne sais pas. Elle me dit « Tu regardes où maintenant? » Je regarde ici. Montre-moi où tu regardes. OK. Regarde ici, mais plus loin. Et c'était très, très intéressant. C'est beaucoup de détails et rien d'accidental. Toutes les choses sont... c'était très, très intéressant. À voir un peu le monde par les regards de Nourit. Mais c'est-à-dire que c'est ce que important, vous croyez, par exemple, que c'était un entretien comme ça, mais bon, en fait, c'était pas aussi simple. Mais bon, on va pas raconter notre cuisine, mais les choses sont préparées à l'avance, mais on n'a pas droit d'apprendre par cœur du tout. Il y a une préparation, mais après, il y a une construction, et je trouve que tout, c'est pour ça que je les appelle un peu acteurs, que c'est pas des entretiens comme ça. Ils devaient faire un travail absolument incroyable de ramasser ce qu'ils veulent dire, les dire à un temps précis. C'est comme dans un poème, ils avaient entre 5 et 7 minutes à peu près, dans lesquelles ils avaient à dire des choses qui sont le centre de leur être en ce moment. Et voilà, je crois que... Et ils ont tous, pour moi, c'est des performances. C'est pas, c'est-à-dire que les 7 personnes qui sont dans le film, pour moi, ils ont fait d'abord, c'était un cadeau extraordinaire et que je remercie de ces cadeaux, de se prêter à ces jeux-là, de essayer de dire en peu de temps des choses. Vous avez vu, quand vous devez parler, vous deux, vous vous êtes étendu parce que vous avez dit les choses. Imaginez que je vous dis maintenant, vous dites ça en 5 minutes. C'est pas évident, hein? Donc, juste dire, et pourquoi en 5 minutes? Parce que ce qui est important pour moi, c'est le rythme entier du film entier, que ce sont justement pas des discours, c'est quelque chose qui a des contraintes. Comme le poème, quand il écrit un poème, il y a des contraintes. Et ce qui est pour moi le défi d'un film, c'est son rythme. C'est vraiment le rythme. Et là-dessus, si tu veux bien,
Et je pense juste à la seconde que tu racontes. Je ne sais pas si tous les gens ont déjà vu le film. Sinon, j'espère que vous allez vous précipiter à les trouver, les DVD avec le. C'est-à-dire que c'est que racontait Sutskever par rapport à comment il a passé un champ de mines. Peut-être tu nous racontes ça. Mets-toi vraiment très, très près du micro de ordinateur. Et puis, Shachar, j'ai envoyé les poèmes de Sutskever que j'aimerais qu'après, peut-être, et, c'est toi peut-être qui va les lire. Et, parce que tu laissais lire en yiddish, hein? Miglé. C'est toi qui vas les lire, mais avant, juste raconter quand même. Je sais que c'est raconté dans le film, mais je trouve extraordinaire cette histoire de Sutskever qui doit traverser un champ de mines. Et comment il est traversé. C'est comme tu dis, un peu dur à raconter en français. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Alors, Sutskever, si vous savez, était un poète, un grand poète à Vilnius avant la guerre. Il était en ghetto. Après, il s'est échappé. Et il était très intéressant comme un poète, mais aussi comme une personne. Il croyait beaucoup au pouvoir de poésie. Il a travaillé aussi sur son propre mythologie. Il est, je sais pas, un bon Pierre. Un moment, quand il a échappé, il a dû creuser le champ des mines. Il a marché sur le champ des mines avec sa femme. Et il ne savait pas à quel moment la mine peut exploser. Et alors, il a pas décidé, mais il a marché en disant un poème dans sa tête. Et il a marché dans un rythme de poésie sur le champ des mines. Et après, il a beaucoup de fois après, il a raconté comment la poésie a sauvé sa vie parce qu'il a utilisé le rythme de poésie à tracer le champ des mines. On n'entend pas, mais je répète, c'est-à-dire que Sutskever était sûr qu'il va traverser ce champ. Il mettait son pied l'un après l'autre dans le rythme d'un poème qui s'est récité, un poème à lui évidemment, qui s'est récité dans la tête. Et il a traversé et il a vécu jusqu'à il y a 6 ans, je crois, ou jusqu'à 4 ans. Il a presque atteint 100 ans. Et comme quoi, Charles, tu as encore un long avenir devant toi. Et je viens, Charles, de t'envoyer les poèmes de Sutskever. Je ne t'ai pas par le téléphone, je ne sais pas si tu peux les lire, mais peut-être on va. Et moi, je propose, parce qu'il est déjà tard, si on pouvait finir sur la lecture de cette. Oui, c'est très bien. Excusez-moi, j'aurais juste une question pour recentrer un peu structurellement et pour revenir un peu à Lacan, parce qu'après tout, on est lacanien. Si je peux me permettre, une question à Charmellement par rapport au yiddish, une question un peu plus structurelle. Jeanne Wiltor a dit très justement que c'est des restes de jouissance du corps de la mère qui s'apparentent à la langue, en un mot, qui corrobore ce que le yiddish, on dit que c'est Mamelution, la langue de la mère. Donc ma question est assez simple. Est-ce qu'on pourrait dire que le yiddish est une langue non phallique ou aphallique, le A privatif, qui serait du côté du S2 ou voilà. Donc du côté de l'objet petit a et pas du côté du dispositif. On s'en doutait. Voilà, c'est sûrement une langue, et je dirais là, semblable à celle que je me permets d'appeler les patois, car ce terme ne me paraît pas du tout péjoratif. Je sais toujours beaucoup d'estime, au contraire, pour
ces merveilleuses créations, je dirais, interdites que sont et maltraitées que sont les patois. Il m'est arrivé à New York d'aller prôner, je dirais, la beauté du pidgin. Et je ne sais vraiment pas pourquoi cette construction linguistique faite entre l'anglais et puis les langues locales devrait être, je dirais, réprouvée ou dédaignée. Et magnifique ces créations spontanées linguistiques. Parfois, on voit des enfants qui créent des langues et qu'on amène chez le psy parce qu'il n'y a que la mère qui les comprend et qu'à l'école, ils ne saisissent rien du tout. Ce sont des constructions superbes. Alors, pour répondre à Gattegno, ce sont effectivement la pratique de ces langues à la propriété de laisser en quelque sorte la détermination du sexe, je dirais, à ce que l'interlocuteur cherchera à faire reconnaître. Je veux dire que du même, il n'y a pas, du fait de leur rapport spécifique au réel, mais je ne vais pas rentrer, Yvan, dans des détails trop précis, il y a cette faculté qui est que savoir de quel côté se situe le côté mâle et le côté féminin est laissé en quelque sorte à l'économie de plaisir, de jouissance que les locuteurs peuvent avoir en la circonstance. Et c'est pourquoi je dirais que ce qui paraît aujourd'hui une extraordinaire nouveauté, n'est-ce pas, les théories du genre. Les théories du genre, c'est en quelque sorte l'illustration de ce que permet l'usage d'une langue à partir du moment où la question du référent phallique, ancestral, paternel, divin, etc., où cette question est suspendue, n'est pas décidée, n'est pas présentifiée. Ben à partir de ce moment-là, les locuteurs sont effectivement laissés à leur économie à la fois singulière et duelle pour choisir et éventuellement en changer du sexe qu'ils peuvent ainsi faire valoir, faire reconnaître, ce qui évidemment bouleverse complètement l'économie traditionnelle et ce que seraient les insignes corporels spécifiques de la virilité ou de la féminité. C'est donc aussi l'un des privilèges de cette langue de faire que entre les deux locuteurs, il est absolument inévitable que s'impose d'un côté la maîtrise et de l'autre côté le temps de fraternité passé, d'un côté la maîtrise, la virilité et de l'autre la féminité. Eh bien, ce sont eux qui, après tout, et de la façon dont ça les arrange, qui vont, je dirais, l'organiser. Et c'est l'un des effets qui, effectivement, vous avez raison de poser la question, ne manque pas d'intérêt. Et politiquement, ça s'est traduit, comme le soulignait Nourit Aviv, c'est-à-dire qu'en Israël, nouvel État dans les années 50, maintenant c'est moins le cas, mais dans les années 50, 60, 70, le yiddish, c'était langue proscrite. Voilà, on peut dire que Israël, c'est la reprise, on va le dire sommairement, du phallus. Elle est féminin. J'ai dit juste qu'elle était considérée comme le féminin et qu'elle est hébreu et masculin, hein, à propos de... C'est ça. Mais c'est fondamentalement du fait d'occuper la place de l'autre, pour les locuteurs, je dirais, occidentaux, par exemple, du fait d'occuper la place de l'autre, c'est une langue forcément féminisante.
Elle ne laisse pas le choix, mais c'est à l'intérieur, je dirais, de ce groupe féminisé que reste la décision possible entre locuteurs de chercher à occuper, de se faire valoir comme mâle ou de se faire valoir comme femelle. Mais c'est une langue féminisante. Maintenant, une dernière, peut-être encore une remarque. On imagine parfaitement que si, je dirais, le yiddish avait été choisi comme langue nationale de l'État d'Israël, les conséquences politiques en auraient été considérables. Considérables. Bien sûr. Oui. N'est-ce pas? Et je crois que ça nous ramène à ce qui suscite légitimement et si bien illustré par Nurit Aviv son intérêt pour ce que nous font les langues. Un Yiddishland sur le territoire d'Israël, ça aurait été évidemment un Israël complètement différent. Voilà bien ce qui nous ramène à... Mélanger avec l'arabe, ça serait pas mal. Oui, je me permets quand même d'intervenir. J'ai deux remarques à faire. D'abord, pour l'immédiat, la langue officielle d'Israël ne peut être qu'une langue commune à toutes les communautés juives, le ladino inclus, et voilà. Mais ça n'a pas d'importance. Comme je suis poète, je voudrais faire remarquer quelque chose qui m'importe à monsieur le lacanien, qui est toujours, comme tout lacanien, un maître à penser, qu'il a une définition beaucoup trop restrictive et académique de la poésie, puisqu'il l'a réduit à l'usage de la métaphore. Ça l'amène à dire des inepties dans le style « le créole est une langue qui est inapte à la poésie ou presque ». Ça, c'est des inepties. Il n'y a pas de langue inapte à la poésie. Il y a par contre des définitions beaucoup trop académiques de la poésie, et je pense que la vôtre l'est. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et j'ai une question à Madame Nurit Aviv. Votre film est très beau, vraiment très beau, poignant aussi, et il y a une joie qui est qu'effectivement, ils sont tous jeunes, hein, les intervenants. Il y a une tristesse, quand même, que tous, ce sont des chercheurs. Hein. C'est presque des archéologues, en somme. Hein. Il y a un poète très connu israélien qui s'appelle Dori Manor, qui écrit la poésie en hébreu. En hébreu? Il est en Israël, il écrit en hébreu, oui. D'accord. Mais il dit quand même sa découverte de la poésie yiddish extraordinaire. Et la découverte était faite ici à Paris et avec Yitzhak Niborski. Donc, comme lui, comme moi, il fallait qu'on passe par Paris pour découvrir cette poésie-là. Hein? Là, j'aurais quand même une question. Comment se fait-il que des poètes qui sont lus dans le film, il y en a si peu de traduits en français dans ce cas-là? Si Paris est ce centre dont vous parlez de la culture yiddish, il y en a beaucoup plus de traduits en anglais, je crois. Oui, mais ce que je peux dire, qu'après mon film, et Batia Baum, qui est une très bonne traductrice, s'est mise à traduire tout. Deborah Fogel, justement, après le film, elle a traduit tout Fogel. Elle cherche un éditeur, si jamais parmi vous se trouve un éditeur pour traduire, pour sortir un livre avec la traduction de tout Deborah Fogel en français, et Batia Baum vient de terminer cette traduction. Merci beaucoup, ça c'est une excellente nouvelle. Une dernière question. Donc, il y a une tristesse qui sont tous des chercheurs. Il n'y a pas, par exemple, effectivement, de poètes. Pour ce que j'en sais... Oui, pardon, je n'ai pas dit que parmi eux, il n'y a pas de poètes. Hein. Ils ont, dans le film, choisi de lire la poésie des
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui écrivent la poésie, même à yiddish. Hein? D'accord, ok. C'est pas le sujet du film. C'est pas le sujet du film. Merci. Voilà, bon. Je voudrais quand même rappeler que la grande majorité des Juifs qui ont débarqué en Israël à partir de 1945 et qui pour près d'1,5 million sortaient des camps, que ces Juifs-là ne connaissaient pas un mot d'hébreu. En revanche, ils parlaient évidemment le yiddish. Et il leur a fallu passer par l'école, par le ulpan, car l'État a parfaitement prévu cette situation, pour apprendre une langue qui leur était parfaitement étrangère et qui n'était pas du tout, même si le yiddish comporte les mots hébreux, il n'en a pas la syntaxe, qui n'était pas du tout leur langue maternelle, et que ça a été pour eux un choc de devoir renoncer au mamelouchen, à la langue de la mam, de devoir y renoncer pour apprendre l'hébreu. Ce n'est donc pas une nécessité, je dirais, d'ordre physique qui a donné ce privilège à l'hébreu, mais simplement une volonté politique fort compréhensible que je ne discute sûrement pas, mais qu'il faut néanmoins reconnaître comme telle. Et puisque Nourit m'interroge si volontiers, et je m'y dérobe presque toujours sur mes histoires personnelles, je dirais que lorsque ma mère est venue en Israël, eh bien, elle a systématiquement refusé d'apprendre l'hébreu et refusé de parler sa langue à elle et qui lui donnait son identité. C'était tout bêtement le yiddish. Mais vous avez raison, vous avez pleinement raison. Ceci dit, ce n'était pas non plus une langue totalement, ce n'était pas leur langue maternelle, ce n'était pas non plus une langue totalement étrangère, c'était la langue sacrée, la langue qui n'est pas la langue. Pourquoi la langue sacrée ne serait pas une langue étrangère? Le latin peut être la langue sacrée, ça en fait néanmoins une langue étrangère. Et ça, je peux rappeler que mon film D'une langue à l'autre, c'est le sujet du film D'une langue à l'autre, et que le film d'après, qui venait après, s'appelait Langue sacrée, langue parlée. Et quand je dis langue sacrée, c'est pas que la langue est sacrée, c'est la langue qu'on appelait la langue sacrée. Parce qu'en yiddish, comment on dit l'hébreu en yiddish? On dit, tu veux pas le prononcer, hein? On dit Loishen Kodesh. Loishen Kodesh. Loishen Kodesh, le chant Kodesh, qui vient d'hébreu, mais qui veut dire la langue sacrée. Donc, quand j'ai appelé mon film Langue sacrée, langue parlée, c'était pas que je pense qu'elle est sacrée, c'est celle que dans les langues juives, et c'est pas que le yiddish, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres langues, on a repéré 32 langues écrites en lettres hébraïques, donc 32 langues écrites en lettres hébraïques, c'est-à-dire que dans ces langues-là, on a appelé l'hébreu la langue sacrée. Et mon film Langue sacrée, langue parlée, il parle de la tension à l'intérieur de l'hébreu entre celle qu'on a appelée sacrée et celle qui est devenue parlée. Hein. Et dans les films D'une langue à l'autre, c'est des poètes et écrivains aujourd'hui qui étaient obligés de laisser de côté la langue de la maison pour écrire en hébreu. Hein. Voilà, donc juste pour dire que c'est avec ça que j'ai commencé. Yiddish, c'est comme une sorte de renverser le film d'une langue à l'autre, dans lesquelles on a parlé en hébreu des autres langues. Et maintenant, le yiddish, c'est une des langues juives et que les gens dont ce n'est pas la langue maternelle se sont rencontrés cette langue et qui sont tombés amoureux d'elle et surtout de sa poésie. Hein. Est-ce que je pourrais demander une chose? Quelle langue parlaient ou parlent les Juifs
qui sont venus en Israël, ou qui ne sont pas venus, qui sont restés, qui venaient d'Afrique du Nord. Ils parlaient l'arabe. La langue qui leur était la plus familière, c'était l'arabe. Et ils ont continué, bien entendu, de la parler en Israël. Il n'y a pas un arabe et ils n'en parlaient pas un arabe. C'est-à-dire, il y a beaucoup de dialectes arabes différents. Et dans ces dialectes arabes, il y a aussi beaucoup de différents judéo-arabes qui sont très différents et qui, quand les gens se rencontrent, ils se comprennent pas entre eux, comme les dialectes arabes différents. Quand un juif de Liban rencontre un juif ou un juif d'Irak, il y a beaucoup de problèmes de se comprendre avec un juif qui vient de la Tunisie, par exemple. Hein. Donc, il y a beaucoup, on appelle dialecte, on en appelle langue. Ce qui est intéressant, qu'il y a tout ça. Darija, la langue de la maison, Darija. Donc, il y a une grande pluralité, et même les yiddish ne sont pas tous pareils. Hein. Certainement pas leur accent. Mais juste une remarque comme ça qui me vient, quand même, en hébreu, il y a beaucoup, dans l'hébreu moderne, dans l'ivrite, il y a beaucoup de mots yiddish qui sont passés dans l'hébreu. Donc, il y a quand même une... mots yiddish. Je vais vous raconter juste une histoire, parce que vous le dites, il y a beaucoup de mots yiddish, il y a beaucoup de mots en arabe. Moi, je pensais longtemps, quand on dit shvaye, on dit shvaye, c'est leat, ça veut dire, je pensais que c'est yiddish, parce que c'était shvaye. Donc, ça fait yé comme le yiddish, je pensais que c'est un mot en yiddish. Et en fait, non, c'est un mot en arabe qui dit slowly. Doucement. À frayeur, je vais mettre à frayeur. Pour vous dire que moi, qui parlais l'hébreu, je ne savais pas toujours si le mot vient des yiddish, s'il vient de l'arabe, s'il vient de ladino. Et il y en a, ils se sont, ou un marocain, quand ils disent aujourd'hui. C'est les marocains. Il y a une porosité. C'est-à-dire que... Oui. Donc, j'espère que l'hébreu j'espère, et il est en train de se yiddishiser, c'est-à-dire l'hébreu, pas par rapport au yiddish, c'est par rapport à laisser entrer les autres langues et les autres écritures, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de voyelles, etc. Donc, il y a comme un mélange, et on peut dire yiddishiser et on peut dire créolisé. Hein? Voilà, c'est-à-dire que l'hébreu... C'est une belle fin. Voilà, je crois que c'est une belle fin. Bon, il est très tard. J'aurais aimé qu'on termine sur la lecture d'un poème, mais peut-être qu'il est trop tard pour ça. Il dure même pas 1 minute. Je ne sais pas si quelqu'un a les livres. Nourit, ne voulez pas nous lire? Moi, je ne sais pas lire, mais est-ce que quelqu'un a les livres sur lui pour les lire en français? C'est un tout petit bout de poème de Sutzkever, mais que je crois qu'il serait une bonne fin. Quelqu'un a les livres pour les lire? Non, bon, alors je vais essayer parce que j'aurais préféré que ce soit quelqu'un. Oui, je peux si tu veux. Quelle page? Page 101. Mais tu les lis en français, non? Oui, je peux le lire en yiddish, non, ne t'inquiète pas. Non, mais tu lis en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et ça va être la fin. Oui. Attends, et page 101. Oui. Tout est précieux pour mon œil en cette course. Tout est cher, essentiel pour ma stance. Les herbes, les arbres, la terre, une source. Et du sommeil, la lointaine nuance. Et dans tout, je rencontre un éclat de l'infini. Donc, on finit sur l'infini. Je trouve que c'est pas mal. Traduction de Batia Baum. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Donc, vous pouvez trouver le livre de Nourit David facilement. Merci à Charles Melman et merci à Jeanne Vilton. Merci. Merci infiniment. Merci.